Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue pour ce 5e chapitre du livre d'Arthur Firstenberg, The Invisible Rainbow, l'arc-en-ciel invisible en français. Ici, je me charge d'un travail de synthèse, de traduction, pour qu'on puisse avoir accès à ce contenu formidable qu'il y a dans ce livre. Je vous demande un peu de patience, voilà, parce que ça prend du temps, je fais chapitre par chapitre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouveaux uploads. Et puis liker, partager, il en va de notre conscience par rapport à cette substance qu'est l'électricité et les conséquences qu'elle peut avoir sur le vivant. Aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité que jamais avec la 5G. Avec les ondes électromagnétiques en général, les téléphones, etc. Je parle même pas des radars, des satellites et tout ça, là on n'en finirait pas, mais de toute façon c'est ce qu'on va aborder dans ce livre au fur et à mesure des chapitres. Allez, on y va, 5e chapitre qui s'appelle Maladie électrique chronique. Dès la fin du 19e siècle, le paysage des villes fut métamorphosé par l'installation de lignes de télégraphe partout dans les pays industrialisés. La vitesse et l'intensité à laquelle cela s'est produit n'est pas réellement appréciée aujourd'hui. On ne se rend pas vraiment compte. L'électrification systématique en Europe commença en 1839 avec l'ouverture du télégraphe magnétique sur la ligne de chemin de fer du Grand Ouest à Londres, entre Dayton West et Londres. En Amérique, cela arriva quelques années plus tard quand la première ligne de télégraphe de Samuel Morse fut implantée entre Baltimore et Washington en 1844. Cette technologie utilisait des tensions de l'ordre de 80 volts sur un seul conducteur, le retour du signal se faisant par la Terre. Alors naissent les premiers courants vagabonds auxquels le vivant fut exposé. En 1850, les lignes de télégraphe étaient en construction partout, à part en Antarctique. En 1875, 56 300 km de câbles sous-marins avaient démoli les barrières océaniques et les câbleurs infatigables avaient électrifié 1 125 500 km de toiles cuivrées autour de la surface du globe, assez de câbles pour faire pas loin de 30 fois le tour de la Terre. On est en 1875. Depuis le début de la vie urbaine, l'électricité était là. Avant les débuts du téléphone, les machines de télégraphe furent installées dans les commissariats et les casernes de pompiers, puis dans les bourses, puis dans les bureaux de services de messagerie, puis bientôt les hôtels, les bureaux, et enfin les maisons. Au milieu de cette transformation, le fils d'un pasteur écrivit les rapports cliniques d'une maladie alors inconnue qu'il avait observée lors de son stage en neurologie à New York. Le docteur George Miller Baird était alors sorti de l'école de médecine depuis 3 années. Son papier fut toutefois accepté et publié en 1869 dans le prestigieux Boston Medical and Surgical Journal, rebaptisé plus tard le New England Journal of Medicine. Il était un homme plein de confiance et de sérénité. Même jeune médecin, il n'avait pas peur de bousculer les dogmes médicaux établis. Il contribua à restaurer notamment une bonne réputation de l'électrothérapie environ 50 ans après son oubli. C'est un nom à retenir, cet homme-là. Autant qu'il décrivit cette nouvelle maladie en 1869, Baird n'en devina point la cause. Il pensa simplement qu'il s'agissait d'une maladie de la civilisation moderne, due au stress, qui alors n'était pas discuté à cette époque. Le nom qu'il donna à cette maladie fut la neurasthénie, qui signifie faiblesse des nerfs. Bien que certains de ces symptômes ressemblaient à ceux d'autres maladies, la neurasthénie semblait émerger sans aucune raison apparente et personne n'en était menacé de manière fatale. Baird ne connecta en aucun cas cette maladie avec l'électricité, moyen qui, par ailleurs, qu'il privilégiait pour traiter la neurasthénie quand le patient pouvait la tolérer. Quand il mourut en 1883, la cause de la neurasthénie n'avait toujours pas été identifiée. Toutefois, une large partie du monde médical utilise toujours ce terme de neurasthénie, mais surtout en dehors des États-Unis. Et l'électricité est aujourd'hui reconnue comme l'une de ces causes. Et l'électrification du monde était sans aucun doute responsable de son apparition durant les années 1860, pour plus tard devenir une véritable pandémie. Nous le verrons plus tard. Le meilleur moyen de se familiariser avec cette maladie et sa cause est de présenter une autre professionnelle de médecine new-yorkaise dénommée Dr Margaret Abigail Cleaves. Elle souffra elle-même de neurasthénie.
Installée en 1890 dans son cabinet de gynécologie et psychiatrie, ce n'est qu'en 1894 qu'elle fut diagnostiquée de cette maladie. Le corps médical américain ne trouva alors en ce temps l'origine de cette maladie, et invoqua donc une origine de nature psychosomatique. En 1894, ce qui était nouveau pour cette femme fut son exposition à l'électricité. En effet, elle venait de se spécialiser en électrothérapie. Puis, en 1895, elle ouvra une clinique électrothérapeutique à New York, et en quelques mois s'ensuivit ce qu'elle nomma elle-même une rupture totale. Des détails peuvent être trouvés dans son autobiographie nommée « Autobiographie du neurasthénique », et ils décrivent le syndrome classique présenté un siècle plus tôt par George Miller Bird. Je ne connus ni confort diurne ni nocturne. Demeurait la douleur usuelle des troncs ou terminaisons nerveuses, la sensibilité accrue du corps, l'incapacité de supporter un toucher plus lourd qu'une broche papillon, l'insomnie, le manque de force, la récurrence des dépressions, et l'impossibilité d'utiliser mon cerveau pour l'étude et l'écriture comme je le voulus. C'était avec la plus grande difficulté d'utiliser même un couteau et une fourchette à table. Pour la découpe routinière de la viande, c'était impossible. Cette dame souffrait de fatigue chronique, de faible digestion, maux de tête, palpitations cardiaques et acouphènes. Elle ne pouvait supporter les sons de la ville. Elle sentait et goûtait le phosphore. Elle était devenue si sensible au soleil qu'elle se cloîtrait dans des salles assombries, ne se promenant que la nuit. Elle devint si affectée par l'atmosphère électrique qu'en plus de sa sciatique, en plus de sa douleur au visage, son intense agitation, sa sensation de terreur, elle pouvait prédire avec certitude 24 à 72 heures en avance que le temps allait changer. Sous l'influence de tempêtes à venir, mon cerveau ne fonctionne pas, dira-t-elle. Malgré toute cette souffrance, elle continua jusqu'à la fin de sa vie à se livrer corps et âme à sa profession, explorant l'électricité et la radiation sous ses différentes formes. Elle fut d'ailleurs la première à utiliser le radium pour traiter le cancer. Comment n'aurait pu-t-elle pas savoir? Facile de le deviner. À son époque, comme à la nôtre, l'électricité ne causait pas de maladie. Et la neurasthénie, il en avait finalement été décidé ainsi à l'époque, résidait dans l'esprit et les émotions. Nous le comprendrons plus tard en détail. De nombreuses maladies relatives aux activités électriques du 19 et 20e siècle furent relevées. En France, ainsi peut-on retrouver l'appellation du mal télégraphique. Les patients concernés souffraient ainsi de palpitations cardiaques, de vertiges, de vision faible et une sensation proche d'un étau leur serrant l'arrière de la tête. Les opérateurs téléphoniques souffrirent également de blessures permanentes dans ce contexte. Ernst Bayer écrivit que sur une période de 5 ans, il traita 35 opérateurs téléphoniques et qu'aucun d'entre eux ne put retourner au travail. Hermann Engel eut 119 patients de la sorte. Un autre médecin nommé Bernhardt eut plus de 200 patients de la sorte aussi. Les médecins allemands attribuèrent de manière régulière ce genre de maladie à l'électricité. En 1915, Karl Schilling publia une description clinique du diagnostic, du pronostic et du traitement de la maladie liée à l'exposition chronique à l'électricité. Ces patients, typiquement, souffraient de maux de tête, de vertiges, acouphènes, de douleurs aux yeux, d'un pouls accéléré, douleurs dans la région cardiaque, ainsi que des palpitations. Ils ne pouvaient dormir et souffraient de dépression et de crises d'anxiété. Ils avaient des tremblements. Leur réflexe était élevé et leur sens hyper aigu. Beaucoup plus tard, en 1989 au Canada, Anali Yassi reporta une maladie psychogénique répandue parmi des opérateurs téléphoniques canadiens. Puis l'entreprise Bell Canada reporta que 47% de ces opérateurs souffraient de maux de tête, de fatigue, douleurs musculaires, tout ça lié à leur travail. Revenons rapidement au docteur George Miller Bird. À la fin du 19e siècle, lui-même et la communauté médicale firent ces observations à propos de la neurasthénie, et qui sont les plus marquantes d'ailleurs. Faisons la liste ici. Cela s'étendait le long des voies de chemin de fer et lignes de télégraphe. Cela affectait aussi bien des hommes et femmes, riches et pauvres, intellectuels et fermiers. Les souffrants étaient souvent météosensitifs. Cela ressemblait souvent à un rhume courant ou à une grippe. Cela se répandait dans les familles. Cela s'exprimait la plupart du temps entre 15 et 50 ans. Cela abaissait la tolérance à l'alcool et aux médicaments. Cela rendait les gens plus enclins à faire des allergies et du diabète. Les neurasthéniques tendaient à avoir une espérance de vie plus élevée que la moyenne. Et des fois, nous le verrons plus tard,
des neurasthéniques urinaires rouges, voire marron foncé. Donc comme je dis, nous y reviendrons au chapitre 10. C'est enfin en 1885 qu'un médecin allemand, Rudolf Arndt, fit enfin la connexion entre neurasthénie et électricité. Il proposa que l'électrosensibilité est caractéristique d'une neurasthénie intense. Il prophétisa que l'électrosensibilité pourrait être l'élucidation d'un phénomène qui semble aujourd'hui mystérieux et inexplicable. Il écrivit cela au milieu d'une hâte intense et implacable de câbler le monde entier, conduit par une étreinte inconditionnelle de l'électricité, voire une adoration. Et il écrivit cela quand bien même il savait qu'il risquait sa réputation. Un grand obstacle d'une étude appropriée de la neurasthénie relève du fait que beaucoup de personnes moins sensibles ne prenaient pas vraiment leurs effets au sérieux, reléguant cela à la sphère de la superstition, de la clairvoyance, renvoyant cela à la lecture de l'esprit et de la médiumnité. Cet obstacle s'oppose à nous encore de nos jours. Passons désormais à une partie importante de ce chapitre, qui va permettre de comprendre ce qui a coupé l'herbe sous le pied de la recherche de la cause de cette fameuse neurasthénie, et de remonter donc au facteur électrique comme une des causes majeures de cette maladie. Il s'agit du changement de l'appellation de la neurasthénie. En décembre 1894, un psychiatre viennois en devenir écrivit un article dont l'influence sera énorme. À cause de lui, la neurasthénie en devint à être simplement considérée comme un aspect normal de la condition humaine, pour lequel aucune cause externe ne doit être recherchée. À cause de lui, la maladie environnementale, à savoir causée par un facteur toxique de l'environnement, est largement considérée comme non existante, et que les causes sont à rechercher dans les troubles de la pensée, dans les émotions, hors de contrôle. À cause de lui, des millions de gens se font aujourd'hui prescrire du Xanax, du Prozac et du Zoloft au lieu de nettoyer leur environnement. Il y a plus d'un siècle, à l'aube d'une ère qui bénissait l'usage de l'électricité à plein régime, pas seulement pour la communication, mais aussi pour l'énergie, la lumière et l'attraction, Sigmund Freud rebaptisa la neurasthénie en névrose d'angoisse et ces crises en crise d'angoisse. Aujourd'hui, nous les appelons aussi crises de panique. Freud mit alors fin à la recherche d'une cause physique de la neurasthénie en la classant comme maladie mentale. Et en désignant toutes les déclinaisons de cette maladie en névrose d'angoisse, il signa complètement l'arrêt de mort de cette recherche. Toutefois, cela ne concerne que les États-Unis et l'Europe occidentale. Effectivement, en Europe de l'Est, en Russie et dans les anciens pays soviétiques, ainsi que dans toute l'Asie, la neurasthénie demeure à ce jour le plus commun des diagnostics psychiatriques et une des maladies les plus diagnostiquées en médecine générale. Elle est souvent d'ailleurs considérée comme un signe de toxicité chronique. Fait intéressant. Alors que l'Occident abandonnait cette dénomination dans les années 1920, la Chine employa ce terme pour la première fois. Effectivement, le pays commençait alors à s'industrialiser. Ce qu'avait connu jusque-là l'Occident n'avait pas encore touché la Chine en ces temps. Concernant la Russie, la redéfinition de neurasthénie par Freud fut rejetée parce que la Russie du XIXe siècle, notamment au travers du neurophysiologiste Ivan Sechenov, fut orientée vers la recherche des stimulus et facteurs environnementaux impliqués dans les fonctionnements du corps et de l'esprit. Dans les années 1930, des médecins russes trouvèrent l'électricité parmi les causes environnementales de la neurasthénie. Apparut alors l'appellation clinique Radio Wave Sickness, la maladie des ondes radio, toujours de mise aujourd'hui dans les anciens pays du bloc soviétique, alors qu'il n'en est rien en Occident. À un stade précoce, les symptômes de la maladie des ondes radio sont les mêmes que ceux de la neurasthénie. Voilà, on en a terminé de ce chapitre 5, un chapitre assez important qui permet de relever les très fortes corrélations entre le fluide électrique et notre corps. Des effets, comme l'explique bien Monsieur Fierstenberg, qui sont décrits comme entre guillemets troubles de l'angoisse et qui en fait correspond à une dénomination qui ne permet en rien la recherche de la cause profonde de tous ces troubles. Par ailleurs, pour en revenir à Freud, je vais vous dicter rapidement la liste des symptômes dressés par le psychiatre viennois pour ce qui concerne la névrose d'angoisse, une liste qui sera familière à chaque médecin, à chaque patient dit anxieux, ainsi qu'à chaque personne souffrant bien sûr de sensibilité électrique. Alors, on a l'irritabilité,
les palpitations cardiaques et les douleurs de poitrine, l'essoufflement et crise d'asthme, transpiration, tremblements et frissons, faim, diarrhée, vertige, troubles vasomoteurs, picotements et engourdissements, insomnie, nausées, vomissements, miction fréquente, ça c'est le fait d'uriner, douleurs rhumatismales, faiblesse et épuisement. Voilà, merci de mettre un petit pouce en l'air, en bas, comme vous voulez, vous abonner, mettre un petit clic cloche, et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques, et c'est encore mieux si c'est des remarques constructives, j'y répondrai dans la mesure de mon possible. On se retrouve bientôt pour le chapitre 6, qui concernera cette fois-ci la relation entre l'électricité et les plantes. Prenez soin de vous et à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.